Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans VooZoom, notre émission proposée chaque week-end ou chaque avant-week-end sur nos réseaux sociaux pour parler de Première Ligue. Cette semaine, c'est la 8e journée qui nous intéresse avec à mes côtés, de manière évidemment à distance et sur la plateforme VooZoom, Philippe, Jean-François et Christian. Bonjour. Bonjour. Salut Serge. On va tout de suite commencer avec le bilan de la 7e journée, Christian, et on va voir qu'il y a une certaine normalisation dans les résultats avec un début de saison qui était complètement fou. Là, ça rentre dans une certaine normalité, même si il y a encore pas mal de victoires en déplacement. Il y en a eu, Christian, 5. Ça a été la parité le week-end dernier. 5 victoires en déplacement, 5 victoires à domicile, aucun partage. On reste à peu près dans la même moyenne de buts. On était à 3,29, on est passé à 3,25. Calvert-Lewin qui a rejoint Son en tête du classement des buteurs. On rapproche de la normalité, mais on est toujours avec 45% de victoires en déplacement, ce qui est énorme. Normalité aussi parce que quasiment tous les clubs du Big Six ont enfin gagné de concert, même si évidemment Manchester United a perdu, battu à domicile par Arsenal. Il y a de quoi s'inquiéter pour les Red Devils. Donc, victoire de 5 clubs des Big Six, victoire aussi de Leicester et de Wolverhampton. Et ça, c'est important puisqu'on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais on va aussi faire la comparaison entre le classement après 7 journées cette saison et puis celui de la saison dernière. Et là, Christian, on voit que les deux clubs qui ont perdu le plus de points, c'est finalement les deux clubs qui ont dominé les 2 derniers championnats, c'est-à-dire Liverpool et Manchester City. Bah oui, Serge, on les voit en haut de classement, hein, avec 5 points de moins. Enfin, il faut quand même savoir que Manchester City a un match en moins, Manchester United aussi. Mais ça reste de toute façon négatif par rapport au classement de la saison passée. La meilleure performance, c'est Tottenham. C'est pas étonnant parce que le début de saison de Pochettino était très mauvais et donc il a été remplacé par Mourinho. Là, ils ont l'air d'avoir un départ un peu plus positif. Et alors surtout, la bonne surprise, c'est Wolverhampton avec plus 6. Liverpool et Manchester City, je me suis amusé à compter leurs points sur les 2 dernières saisons. Ils ont marqué ensemble 375 points sur les 456 disponibles. Ça a été évidemment 2 saisons qui ont été piétinées par Liverpool, par Manchester City. Ça tombe bien parce qu'ils s'affrontent ce week-end. C'est le grand rendez-vous évidemment. C'est prévu dimanche à 17h30. Manchester City reçoit Liverpool. Entre parenthèses, la dernière fois, c'était lors du restart. City avait gagné 4-0 face à un Liverpool qui était évidemment déjà très près du titre. Manchester City actuellement 10e, 11 points, un match de moins, on l'a vu. Et on va s'intéresser tout de suite à l'aspect défensif de cette équipe. On en parle maintenant quasiment depuis un an, depuis le départ de Vincent Kompany. Il y a eu des transferts effectués avec Ruben Dias dans l'axe de la défense, en tout cas aussi avec Nathan Ake. D'abord, on va peut-être parler de l'impression que laisse cette équipe de Manchester City, qui a eu un mois d'octobre avec 2 partages et 2 victoires. Mais c'est une équipe qui n'impressionne plus comme elle a pu le faire dans les premières années de Pep Guardiola. Non, il y a une certaine usure, je pense, dans le modèle de jeu. Et comme le dit souvent Christian, aujourd'hui, avec toutes les capacités d'analyse qu'on a, les autres équipes se préparent quand elles affrontent, que ce soit City, Liverpool, United. On connaît leur manière de jouer, on connaît leurs points forts, on connaît aussi leurs points faibles. Et donc, je pense que ça devient plus compliqué. D'ailleurs, Guardiola l'a dit lui-même, on a dépassé l'époque où on peut encore avoir des champions à 100 points. Aujourd'hui, dans Première Ligue, tous les matchs sont difficiles. On était presque à 100 points la saison dernière. Liverpool y était presque. Ils avaient quand même eu 99 points. Je ne fais points. Que le citer dans ce cas-là. Oui, mais les attentes, c'est intéressant parce que l'attente générale du public, elle se concrétise souvent quand on regarde en fait les cotes sur les sites de paris. C'est très intéressant parce qu'on voit souvent que dans le fameux marché où ils espèrent que le match se termine avec plus que 2,5 buts, c'est-à-dire minimum 3 buts, la cote elle est vraiment très basse. Et en fait, on se retrouve dans la réalité avec justement des matchs de Manchester City où il y a très peu de buts maintenant. Et surtout les 4 derniers où il y en a eu, il y a eu le 2 fois 1. Et, donc, c'est vraiment la tendance générale, c'est on attend, mais la réalité, c'est tout à fait le contraire. Même si c'est intéressant parce que les bookmakers sont quand même très pointus et donnent de bonnes tendances, je rappelle quand même qu'on ne cautionne pas, on ne promotionne pas les jeux de hasard, puisque le pari sportif reste un jeu de hasard, n'est-ce pas Jean-François? Oui, absolument. Et je dirais que depuis cette fameuse défaite face à Leicester, ils se sont un petit peu recadrés.
Maintenant, les prestations championnat et les prestations Ligue des Champions étaient très différentes, avec des résultats beaucoup plus probants en Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est vraiment dans le cycle des championnats d'Angleterre où là, il y a beaucoup plus de… Ça va avec le premier tableau que Christian a montré tout à l'heure aussi, cette perte de points, cette perte d'identité un petit peu aussi par rapport… Pas d'identité, mais le fait que les autres, peut-être aujourd'hui, maîtrisent mieux et les ont mis en difficulté sur le plan défensif. Maintenant, moi, ce que j'espère à titre personnel, puisque je commenterai cette rencontre dimanche, c'est d'avoir enfin un match au sommet qui nous propose quelque chose d'intéressant. Parce que généralement, les bonnes rencontres, les rencontres dans lesquelles, alors, soit c'était des surprises totales, soit on se retrouvait avec des équipes un peu plus moyennes, mais qui jouaient de très bons matchs. Or ici, pour un match au sommet, j'espère qu'on aura deux équipes qui seront présentes au rendez-vous. L'amélioration sur le mois d'octobre, Christian, elle est vraiment au niveau défensif du côté de Manchester City. Est-ce qu'on a trouvé cette stabilité recherchée depuis un petit moment déjà? On s'inquiétait fin du mois de septembre et avec l'arrivée des nouveaux défenseurs à Manchester City de cet aspect défensif qui, en restant notamment sur un 2-5 contre Leicester. Mais voilà, il y a des choses qui ont été corrigées sur les 4 matchs du mois d'octobre, puisqu'ils n'ont encaissé que 2 buts, un sur centre et un sur corner. C'est la deuxième performance du mois d'octobre défensivement derrière Wolverhampton, et on verra Wolverhampton plus tard. C'est intéressant, c'est toujours ça en fait, c'est de pouvoir d'abord stabiliser défensivement. Et je répète ce que le grand philosophe consultant Albert Cartier disait. Attaquer tu peux, défendre tu dois. Et donc il faut défendre, et on va le voir avec toutes les équipes du top. Maintenant, dans ce mois d'octobre, ils ont mieux défendu et donc ils remontent au classement et ils prennent point. Bon, ils ont fait 2 fois un but partout, ils ont gagné une fois 1-0, une fois 0-1. C'est à mettre en balance aussi avec l'aspect offensif. Ils n'ont marqué que 4 buts. Ouais, ils ont été privés d'attaquants aussi quand même. Donc à un moment donné, voilà, ils ont maintenant le retour de Gabriel Jesus, notamment qui a joué quelques minutes en Ligue des Champions. Donc on va voir évidemment si tout ça va donner quelque chose de positif ce week-end. Il n'empêche quand même que le match, l'affrontement est un peu particulier parce que, alors si Manchester veut jouer, je dirais, dans son schéma, ils vont se retrouver face à une équipe de Liverpool qui a tout pour leur faire mal. Cette vitesse, cette reconversion, cette transition des joueurs de Liverpool, encore ici impressionnant en Ligue des Champions ils ont le choix devant en plus. Mais j'ai le sentiment qu'on va vraiment voir dans ce match-là si la défense de Manchester City s'est stabilisée ou non. Parce que là, ils vont être confrontés à des transitions, des reconversions, et donc ça va être très intéressant d'observer au moins ça. Mais sans citer de consultant philosophe, je pense que à la différence de l'attaque, la défense est quelque chose qui nécessite une concentration constante pendant tout un match et l'application de tout ce qui a été préparé avant le match. Et si on a eu des matchs cette saison avec des scores un peu surprenants, le 2-5, le 7-2, bon, il y a des circonstances favorables qui interviennent, mais je pense qu'aussi les circonstances dans lesquelles on est actuellement poussent beaucoup d'équipes à relâcher une concentration à cause d'autres soucis dans la tête. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et ce qu'on voit maintenant, c'est ce que je disais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on voit en train de se mettre en place la régularisation et l'habitude aussi de ce qui se passe. Et je pense que c'est pour ça que des équipes défensivement, comme City, comme Leicester, comme Liverpool, deviennent de meilleur en meilleur actuellement. Et ça ne fera qu'aller mieux, je pense, dans les semaines à venir. Un dernier point sur l'aspect offensif du côté de Manchester City. On a vu aussi que c'est très compliqué de jouer sans un véritable numéro 9 avec les blessures d'Agüero et puis de Gabriel Jesus, même s'il revient. Il y a eu notamment ce jeune joueur espagnol, Fran Torres, qui n'est pas un vrai numéro 9, qui joue plutôt sur les flancs, mais qui a quand même marqué quelques buts, notamment en Ligue des Champions. Il est intéressant. Ce qui était surtout étonnant, c'était de faire le constat que Manchester City était finalement pauvre dans son effectif. Enfin, c'est le sentiment qu'on a pu avoir à un moment donné, c'est-à-dire se dire, tiens, Gabriel Jesus n'est pas là, Agüero n'est pas là, qui va pouvoir derrière jouer. Enfin, je m'attendais à ce que lui joue plus tôt. Je crois qu'ils ont été chercher pour à peu près 10 millions d'euros. Il est jeune. Torres, donc voilà, mais il fallait lui donner du temps de jeu et voir ce qu'il avait dans le ventre. Donc je pense qu'il a répondu présent pour ce qu'on lui a demandé. Donc voilà, mais j'étais quand même étonné de voir que City n'avait pas de ressources, même chez ces jeunes joueurs,
pour compenser ces absences-là, et qu'ils ont joué avec des faux neufs, avec des systèmes un peu compliqués même, je trouve, parfois, pour les avoir vus. Je trouve que même eux, parfois, se perdent un peu dans leur organisation offensive. De toute façon, même dans l'attribution des passes décisives, hein, Kevin De Bruyne, qui est un joueur hyper important dans le système, le nombre de passes décisives en première ligue pour le moment, c'est pas très élevé. En Ligue des Champions, beaucoup plus, mais je crois qu'il est qu'à deux passes décisives seulement sur 7 matchs. C'est aussi pas de transition et pas de finition. Donc, il y a quand même il y a des choses qui sont améliorables, et quand ils vont revenir et qu'ils vont performer au top de leur forme, je pense qu'ils vont marquer plus de buts. Comme l'a dit Jean-François, on espère vraiment que ce sera un match au sommet. On va s'intéresser évidemment à Liverpool. Et là aussi, on rappelle quand même qu'ils ont retrouvé la place de leader maintenant, premier avec 16 points, après un début de saison quand même compliqué. Et cette défaite, on en a déjà parlé, 7-2 du côté d'Aston Villa. Mais là aussi, une équipe du Liverpool qui a retrouvé quand même un certain allant offensif. On s'interroge bien sûr sur l'aspect défensif avec la perte de Virgil van Dijk qui n'a pas encore été vraiment remplacé. Fabinho s'est blessé. Et puis, il y a d'autres joueurs qui arrivent maintenant, des jeunes joueurs qui viennent s'installer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'aspect défensif de cette équipe de Liverpool, Christian? Dans la première partie de ce championnat, après 4 matchs, ils étaient 5e avec 9 points. Ils avaient encaissé 11 buts. Et on avait vu justement dans un Zoom précédent qu'il y avait beaucoup de buts qui avaient été encaissés sur circonstances défavorables, pratiquement, enfin plus que la moitié des buts. On va juste peut-être rappeler, vraiment repréciser circonstances défavorables. Ça peut être un tir dévié, ça peut être une mauvaise relance du gardien notamment. Ça peut être une mauvaise sortie de balle générale, ça peut être un but contre son camp, enfin toutes des circonstances qui pourraient être inhabituelles. Et donc qui relate un peu le niveau de chance ou de malchance. Et donc, je l'ai un peu mis dans une rubrique qui s'appelle circonstances défavorables plutôt que chance ou malchance. Et donc, à ce niveau-là, on peut aussi parler de normalisation. Ça va beaucoup mieux du côté de Liverpool. On va dire que là, on peut le voir sur les 3 derniers matchs. Ils ont encaissé 3 fois moins de buts. Et on voit qu'il n'y a qu'un but seulement sur des circonstances défavorables. On est loin des 3 tirs ou des 4 tirs déviés contre Aston Villa. Et donc là, évidemment, on est en dessous de la moyenne de la Ligue. Donc, on revient à quelque chose de plus normal. Et quand on revient à quelque chose de plus normal, l'aspect défensif est meilleur. Et c'est pour ça aussi en partie qu'aujourd'hui, ils se retrouvent premiers au classement général. On peut dire que c'est la fin des turbulences du côté des Reds. C'est aussi une équipe qui prend beaucoup de points lorsqu'elle est menée, puisqu'elle a été menée sur les 2 derniers matchs. Elle a renversé la situation. Et d'ailleurs, depuis le début de la saison dernière, c'est l'équipe qui prend le plus de points en étant menée. C'est quand même une preuve aussi de caractère, de qualité offensive. Et on va peut-être revenir sur l'aspect défensif avec les joueurs qui peuvent remplacer Van Dijk ou Fabinho. On a vu Nathaniel Phillips le week-end dernier. C'était son premier match de Première Ligue à 23 ans. C'est un joueur qui a été prêté plusieurs fois. Il y a aussi le jeune Rhys Williams qui a joué en Ligue des Champions face à l'Atalanta. C'est 2 profils très différents pour accompagner en tout cas Gomez dans l'axe de la défense. Et on sait que ça va être important aussi face à City. Eh bien, c'est ça l'inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais assez attentif de voir ce qui allait se passer en Ligue des Champions. Je me dis, soit il va jouer la continuité, il va remettre Phillips pour l'installer dans l'équipe. Non, il a modifié le 4 défensif. Et donc maintenant, voilà, est-ce qu'il va chaque fois aligner celui qui, selon lui, correspond le mieux au modèle de l'attaquant adverse ou en tout cas de l'attaque adverse, c'est-à-dire voilà, il avait mis Phillips lorsqu'il avait besoin d'un grand qui joue de la tête, voilà, et il a peut-être besoin d'un plus mobile dans d'autres circonstances. C'est intéressant de voir aussi comment ils vont s'aligner. Pour revenir sur l'aspect défensif global, je pense que l'intelligence sans doute aujourd'hui du Jürgen Klopp aussi, c'est après en tout cas la raclée est prise aussi, qu'il faut se rappeler quand même il y a quelques semaines. La dynamique est la même un petit peu que City, c'est-à-dire que ce sont des claques qui les ont réveillés quelque part, qui leur ont dit attention, remettons-nous quand même dans notre organisation de base. Ok, on est fort, mais on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus. Et donc une équipe qui à un moment donné sort des principes défensifs se met en difficulté. Parce qu'en Angleterre, chaque équipe a des qualités, chaque équipe va pouvoir vous bousculer, vous mettre en difficulté sur des transitions, des reconversions. Donc maintenant, intéressant de voir quel choix il va faire sur le plan défensif, quel choix il va faire dans son animation globale, parce que pour moi, quand je vois les 2 équipes, je me dis, tiens, vu la vitesse dont il dispose devant, finalement, il pourrait se dire, ok, on va mettre un bloc médian, on ne va pas aller jouer nécessairement trop haut et on va les prendre
en transition. Ou alors, il va rester sur ses principes avec le gegenpressing, chasser très haut, etc., avec le risque à ce moment-là de se faire éliminer dans les lignes et de se retrouver avec une défense qui est moins à l'aise quand même que quand il y a Van Dijk qui en fait partie. Oui, je voudrais préciser quelque chose par rapport aux performances en Ligue des Champions des clubs anglais, même si Manchester United a été battu hier. Mais Manchester United a gagné 5-0 contre Leipzig, et on l'a expliqué la semaine passée, contre une équipe qui prend énormément de risques, qui fait des sorties de balles très, très risquées. Et donc, ils ont pris 4 reconversions rapides. Il faut savoir, dans le match de Liverpool contre l'Atalanta, c'est la même chose. Hein. Si on suit l'Atalanta semaine après semaine, on sait qu'on est souvent dans des matchs à 4-2, 3-1, 5-1, 5-2. À l'Atalanta, il y a beaucoup de générosité offensive. Et quand on dit beaucoup de générosité offensive, beaucoup de joueurs participent dans cette animation offensive. Et donc, ils ont été pris évidemment défensivement par la vitesse de Liverpool. Et donc, parce que c'était un peu le thème de la semaine passée, mais on a été très surpris de voir Manchester United qui était inexistant contre Arsenal de manière offensive, parce qu'il y a un autre contexte, parce qu'il y a une autre manière d'aborder le match. Je vais quand même parler d'un joueur dont l'adaptation est impressionnante, c'est Diogo Jota, qui vient de Wolverhampton. C'était un joueur qui jouait un peu dans l'ombre quand même de Raúl Jiménez, même si à deux, il composait un duo offensif très intéressant. Mais là, il est absolument incroyable, à tel point qu'il est en train de prendre sa place, et on se dit, est-ce qu'on doit le mettre lui, on doit le mettre Mané? On commence à se poser des questions du côté de Liverpool, tellement Diogo Jota est bon. Ben là, il a mis Mané et lui, donc c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est dans la simplicité et la qualité des gestes qu'il effectue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours, voilà, un footballeur, c'est quelqu'un qui a une série de gestes de base, et l'essentiel pour lui, c'est de faire le bon geste au bon moment. Eh bien, lui, c'est juste. C'est-à-dire que ce sera le juste contrôle orienté et l'enchaînement qui va suivre. Franchement, pour être tout à fait honnête, moi, alors, je ne sais pas que je le découvre, mais je le redécouvre. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, quand ils franchissent un palier personnel aussi. Lui, il est en train d'exploser véritablement dans une équipe qui alors, il y a de la réussite avec tout ça aussi. Et voilà, tant mieux pour lui. Mais c'est impressionnant dans ses appels, dans le geste, dans la justesse. C'est incroyable. Quand on avait fait l'analyse avec De Dunker, on avait montré l'analyse de jeu, le système de jeu de Wolverhampton. Et dans ce rôle-là qu'il avait là-bas, quand il était donc sur son flanc gauche et qui devait délivrer des assists, c'est lui qui délivrait les centres pour Jiménez, venant de la gauche, soit des centres au cordeau, soit des centres de la tête. Et dans son apport en termes d'efficacité de but marqué, c'était la profondeur en faisant des appels de odd in et d'être dans des face-à-face. Et le symbole du but marqué contre West Ham avec la passe de Shaqiri dans la profondeur, c'est exactement son modèle, et il a en lui donc l'aspect défensif du système général de Wolverhampton, donc il sait défendre. Il a la reconversion rapide parce que comme c'est une équipe à système défensif, il fallait se projeter rapidement vers l'avant, et il a cette vitesse d'aller dans le dos et dans cette profondeur pour aller marquer dans des face-à-face. Et donc c'est le recrutement et l'analyse qui a été fait pour recruter ce joueur-là. Ça correspond tout à fait à ce qu'il peut apporter de positif à Liverpool. C'est aussi un joueur qui joue comme ça pendant 90 minutes. Il arpente les flancs. Maintenant, il est plus à droite, je pense, à Liverpool, mais il n'a pas l'air du tout gêné. Il a joué plus axial en Ligue des Champions. Hein. Plus axial en Ligue des Champions, mais il joue plus systématiquement sur le flanc gauche comme à Wolverhampton. Et je me disais, là, il va devoir peut-être un peu s'adapter. Déjà, c'est pas le cas. Et en plus, physiquement, il est au-dessus de tout le monde. Hein. Quand on le voit jouer comme ça, il a une présence et un rendement sur un terrain qui est vraiment très, très impressionnant. On a bien compris qu'il y avait énormément de paramètres séduisants pour cette rencontre de dimanche, 17h30, Manchester City face à Liverpool. Leicester-Wolverhampton, c'est aussi dimanche, mais c'est à 15h. Deux équipes qui sont dans la continuité quand même de la saison dernière, puisque Leicester avait peut-être mal terminé le dernier championnat en étant 5e, mais là, ils sont repartis sur un très, très bon élan en enchaînant les victoires, et notamment une belle démonstration lundi dernier du côté de Leeds, victoire 1-4. Et là, on va passer à l'aspect offensif, Christian, avec l'inévitable Jamie Vardy, mais
à qui aussi on amène souvent des buts sur un plateau ou des ballons sur un plateau. Avant de passer à l'infographie, Serge, vous vous souvenez, on avait montré dans les 2 premiers matchs l'aspect offensif, notamment avec l'apport des Belges, où il y avait cette envie de se déposer offensivement dans les 35 derniers mètres et d'utiliser les centres et des passes un peu tranchantes. C'est pour ça que je disais qu'on lui apporte des ballons sur un plateau. Et donc, c'est pour ça, en fait, ils ont eu 2 matchs où probablement on les a analysés, et ils ont eu 2 matchs difficiles sans marquer parce que justement, ils ne savaient plus s'installer dans ce dernier tiers offensif, et donc ils n'avaient pas cette reconversion qu'on avait vue la saison passée, puisqu'il faut quand même savoir que Leicester avait marqué 17 buts sur reconversion rapide et 14 buts sur des face-à-face. C'était une des meilleures équipes. Et donc, on devait retrouver cette manière-là de marquer qui est la marque de fabrique de Vardy. Et donc, c'est justement ce que je vous propose maintenant sur les 2 derniers matchs. Voilà, le match contre 2 équipes qui est des équipes qui jouent avec un jeu dominant placé, c'est-à-dire Arsenal avec Arteta et Leeds avec Bielsa. Et pratiquement au même moment, pratiquement avec les 3 mêmes joueurs et de la même manière, avec un départ sur le 2e but contre Leeds qui est un peu plus proche du but adverse, on arrive à la même situation, c'est-à-dire le jeu rapide, le passage par l'axe, le relais entre Tielemans, Under et Vardy. Et donc, on retrouve ce modèle. Et c'est ça, en fait, qui me plaît beaucoup dans l'analyse avec Eye of the Game, c'est de pouvoir retrouver des modèles de buts. Et ils nous l'ont prouvé sur les 2 derniers matchs et avec 2 victoires. Juste préciser que les 2 buts étaient différents parce que c'était le but de la victoire face à Arsenal, en déplacement Arsenal, alors que c'est le 1-3. Mais aussi, à un moment où Leeds peut revenir dans le match. Donc, ce sont 2 buts super importants, mais à des moments clés peut-être un petit peu différents. On peut dire que c'est une équipe qui doit être construite autour de Jamie Vardy. Et ce modèle-là, on le retrouve aussi depuis 2016, depuis l'année où ils sont champions. C'est un modèle qui fonctionne au fil des saisons avec des hauts et des bas, mais Jamie Vardy reste évidemment l'espèce d'aimant de cette équipe. Il a une telle aura, un tel magnétisme. C'est vraiment impressionnant. 7 buts depuis le début de la saison en 6 matchs joués. Et je ne sais pas si vous l'avez vu lundi du côté de Leeds, la pelouse était mouillée, il pleuvait énormément. Il donnait l'impression de planer sur cette équipe. Parfois, on a l'impression que ses pieds ne touchent même pas le sol, tellement il est impressionnant. Il vole un petit peu sur la pelouse, et c'est vrai que lundi, il avait particulièrement cet aspect-là. Comme si les conditions lui convenaient particulièrement, et il était un temps en avance sur tout le monde. Et je trouve que ce qui est impressionnant avec Vardy, c'est aussi sa lecture du jeu. C'est de savoir à quel moment partir. Il est très rarement pris sur une position de hors-jeu. Il a une lecture du positionnement défensif de l'adversaire qui est. Et je crois que lundi aussi, ça c'est quelque chose qu'on voyait très très bien sur les ralentis en plan large. Comment il lit bien la position des autres, et du coup il est dangereux sur chaque ballon qu'il touche quasiment. Oui, je voudrais rajouter simplement, alors je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est le hasard, mais depuis le début de la saison, quand je fais des rencontres, je tombe souvent sur les équipes qui ce jour-là ne pressent pas. Donc on a demandé en Angleterre que je ne commande plus les. Non, je rigole, mais tout ça pour vous dire. Et vous allez faire Liverpool, Manchester City, Liverpool. Je crois qu'on va changer. Le petit clin d'œil, pourquoi? Parce que j'ai fait Leicester cette saison une fois, ça a été catastrophique. Et quand je suis à West Ham. Oui, face à West Ham. Et quand je suis revenu au bureau, ce qui m'avait marqué, c'était pas l'aspect offensif. Ce qui m'avait marqué, c'était la faiblesse défensive. J'avais été atterré par la faiblesse des défenseurs et de la ligne défensive. Or, elle a changé, cette ligne défensive aussi. Donc, ça redonne aussi à l'équipe une autre assise que ce qu'elle n'avait avant. Ce qui repermet peut-être à ce moment-là à d'autres joueurs de s'exprimer. Parce que quand j'ai fait le match contre West Ham, Vardy jouait. Mais c'était tellement faible derrière qu'à un moment donné, il y avait plus d'équipe. Donc ici, je tiens quand même à souligner que sur la défense qui avait joué notamment contre West Ham, je crois qu'il reste peut-être un joueur, mais tout le reste a changé. Avec notamment le jeune Fofana qui est hyper intéressant. Donc voilà. Bon, ça fait partie aussi des éléments importants, je pense, du redressement de cette équipe et du fait que Vardy a retrouvé lui aussi des sensations. Oui, des sensations offensives. La charnière défensive avait été catastrophique. C'était voilà. Bon, après, depuis, c'est vrai que Soyuncu est blessé. Bon, s'il a été mauvais dans ce match-là, il se blesse après. Il y a peut-être un lien de causalité. Johnny Evans s'est blessé. Donc, dans le dernier match, c'était le jeune Wesley Fofana, 19 ans.
que Brendan Rodgers ne voulait pas faire jouer aussi vite. Il l'a fait un petit peu de manière forcée parce qu'il ne parle même pas un mot d'anglais. Il est arrivé le dernier jour du mercato, mais ce joueur est impressionnant de maturité. 19 ans, il a joué une trentaine de matchs à Saint-Etienne et franchement, on a l'impression qu'il a joué toute sa vie dans la première ligue. Il a joué avec 3 défenseurs le lundi dernier à Leeds, avec le retour de Fuchs qui sort de nulle part, 34 ans et qu'on ne voyait plus quand même depuis un petit moment. Et il avait aussi mis Justin dans le 3 défensif, avec le jeune Thomas sur le flanc. Donc ça pourrait être aussi l'équipe qui va commencer face à Wolverhampton, qui joue aussi avec 3 défenseurs dans un système aussi un petit peu similaire. Donc ce sera intéressant de voir aussi comment Brendan Rodgers va aborder cette rencontre d'un point de vue simplement de la disposition de ses joueurs. Absolument, parce que c'est une rencontre aussi dans laquelle l'adversaire ne va pas nécessairement faire le jeu. Donc, oui, Christian, ce sera différent par rapport à Leeds et Arsenal qui aiment le ballon. C'est peut-être pas le cas de Wolverhampton. Donc, il faudra s'adapter là. Oui, mais de toute façon, en tout cas, félicitations à Brendan Rodgers pour les 2 derniers matchs parce que il a un peu refusé le combat à Arsenal, mais il fait monter Vardy, il fait monter Under, et 5 minutes après, ils font la décision. Là, maintenant, ils sont repartis dans le même schéma contre une équipe qui voulait le ballon. Ils ont profité de l'erreur défensive de Koch directement pour se reconvertir. Ils ont profité d'une mauvaise sortie de balle sur le deuxième. Je pense que ça, c'est bien. C'est ce qu'on disait par rapport à la semaine passée. Quelle est la différence entre vouloir imposer un système de jeu et s'adapter à l'adversaire et être compétitif et gagner? Et là, il nous a montré sur ces 2 matchs-là qu'il a su s'adapter et profiter des faiblesses de l'adversaire. Ça, c'était magnifique. On va quand même revenir sur Vardy parce que vous avez une infographie à nous montrer. 7 buts depuis le début de la saison en 6 matchs joués. Vardy, meilleur buteur la saison dernière, est parti sur les mêmes chiffres, en tout cas sur les mêmes statistiques. Décisif, 7 buts. Là, comme toutes les équipes du subtop en dessous du top 6, ces équipes sont dépendantes d'un joueur important. Il y a Ings à Southampton, il y a Calvert-Lewin à Everton et il y a évidemment Vardy à Leicester. On le voit ici, donc il a joué 6 matchs, il a participé à 6 matchs puisqu'il est monté contre Arsenal. Et il a marqué dans 4 matchs et chaque fois qu'il marque, ce sont des victoires. Alors, on a vu précédemment sur l'infographie précédente les 2 buts marqués dans le passage par l'axe, mais il y a eu aussi un but sur centre dans les 2 premières journées. Et alors, 4 pénaltys, dont 2 ou 3, je crois, contre Manchester City. Il a pris son rythme de croisière et j'espère que ça va continuer comme ça. Empêcher Jamie Vardy de marquer, ce sera des objectifs évidemment de Wolverhampton, 6e, 13 points. Bon début de saison pour les Wolves, même s'ils avaient perdu 2 de leurs 3 premiers matchs. On peut dire que ça va beaucoup mieux depuis. Et là, Christian, on peut aussi parler de l'efficacité offensive des Wolves, puisque c'est la meilleure équipe d'un point de vue défensif sur le mois d'octobre. Système de jeu, on le sait depuis le départ. On avait expliqué comment ça s'est passé à Porto quand il avait les possibilités pour être plus fort offensivement parce que cette équipe dominait la ligue. Là, maintenant, il se retrouve depuis 3 saisons à Wolverhampton avec une saison en Championship. Il y a d'abord une base défensive qui a été mise en place, ce qui leur a permis d'avoir 2 très très bons classements sur les 2 dernières saisons. Et là, ça se confirme. Après les 3 premiers matchs, il y a eu 2 matchs où c'était un peu catastrophique, dont notamment un 4-0 contre West Ham. Là, le mois d'octobre, c'est le moment de remettre les fondamentaux en place. Et les fondamentaux, ils sont défensifs à Wolverhampton. 1 but encaissé sur 4 matchs, c'est la meilleure performance. Seulement 1 coup franc direct contre Newcastle en fin de match. Je pense qu'on ne sait pas faire mieux. Et quand on a des performances comme ça, on n'est pas étonné qu'ils aient c'est plus 5 points par rapport à la même période que l'année passée. Ça, c'est une mise en place exceptionnelle. Et je pense que la clé, c'est Leander Dendoncker. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je regardais un article que tu m'avais envoyé, Serge, dans lequel on précisait Dendoncker, c'est 3 matchs titulaires, 3 matchs où il gagne, 3 matchs où il n'encaisse pas. Dendoncker, pas titulaire, c'est des défaites et plein de buts encaissés. C'est la différence. Alors, évidemment, c'est un clin d'œil parce qu'on en est contente quelque part, mais il a changé quelque chose dans l'équilibre de l'équipe. Et quand l'équipe joue sans lui, il n'y a pas cet équilibre défensif là. Et donc, voilà, c'est quand même impressionnant. Chaque fois qu'il est dans l'équipe ne prend pas de but. C'est clair, c'est un des éléments. C'est vrai que quand on commande le match, on a parfois l'impression que Dendoncker
n'est pas absent, on va dire, mais qu'il n'a pas un impact aussi important sur le match. Mais c'est vrai que quand on voit les statistiques, et je pense que c'était déjà vrai la saison dernière aussi, où il n'a pas été utilisé tout le temps, quand il est sur le terrain, ça va beaucoup mieux. Mais je voudrais souligner une deuxième chose, et on n'en parle pas assez souvent, je trouve, dans la presse, c'est la qualité de Nuno Espírito Santo lui-même. Parce qu'on a souvent dit, ouais, Wolverhampton, c'est une équipe construite sur un agent portugais, il fait venir. Mais ici, il perd Doherty. Ce qui est vrai. Mais c'est vrai, bien sûr, mais ça n'empêche pas de faire des bons résultats. Il perd Doherty, il perd Diogo Jota, 2 joueurs de flanc essentiels dans son système. Cette année, il joue avec une défense qui est assez différente de ce qu'il jouait l'année dernière, avec notamment beaucoup plus de matchs pour Saïs, qui devient incontournable dans son système. Et en fait, ses résultats sont meilleurs que la saison dernière, puisqu'on a fait la comparaison en début d'émission. Et il faut se rappeler que la saison dernière, ils avaient eu du mal, parce qu'ils étaient qualifiés pour l'Europa League, ils avaient dû jouer tous les tours préliminaires, etc. Donc ils ont commencé le championnat avec un peu de difficulté, vu la répétition des matchs, mais après ils sont rattrapés et ils ont failli à nouveau se qualifier pour la Coupe d'Europe. Mais je trouve que Espírito Santo a une gestion de match qui est assez impressionnante, une gestion de saison qui est assez impressionnante. Et lui, il est parti pour s'installer dans la durée avec cette équipe qui remonte quand même il y a 3 saisons de Championship. Et je pense que c'est vraiment son mérite à lui d'avoir fait ça. Il y a notamment les buts marqués en deuxième mi-temps. Il y a très peu de buts en première mi-temps, mais ils sont capables de faire la différence dans la deuxième partie du match. Aussi bien Leicester que Wolverhampton. Donc, on a proposé de zapper la première mi-temps. Comme ça, c'était… Bon, il y a quand même un coup d'envoi. Si vous voulez voir tout le match, le coup d'envoi est à 15h et ce seront de belles retrouvailles, en tout cas, entre Dundonker, entre Tielemans, Pratt, Castagne qui était blessé. On verra s'il est capable de jouer ce week-end. Mais il y a du belge, il y a de très bons joueurs, des joueurs en forme, 2 équipes qui sont intéressantes. Et donc, ce sera l'autre affiche de ce dimanche. Avant de se quitter, messieurs, je voudrais quand même un petit peu parler de cette équipe de Tottenham qui est remontée jusqu'à la 3e place. Et d'un duo qui est en train quand même d'illuminer ce début de Première Ligue, c'est Harry Kane, 7 buts, 6 assists, Heung-min Son, 8 buts, 2 assists. À eux deux, ils ont marqué 15 des 18 buts marqués par Tottenham. Si Tottenham est sur le podium pour le moment, il le doit quand même à cette paire offensive assez incroyable. Oui, même si dans le dernier match, Bale est aussi arrivé là. J'allais en parler après. Ça, c'est le joker en plus qui vient s'ajouter. Pas mal comme joker quand même. Donc non, ils sont impressionnants l'un et l'autre et on a vu dans plusieurs matchs cette connexion qu'ils ont l'un avec l'autre, la manière dont Kane arrive à décrocher, à délivrer des assists pour Son qui prend la profondeur. Donc c'est parfois on hésite, est-ce que Kane est un numéro 9, parfois un numéro 10, c'est un attaquant un peu hybride. Mais là ils en sont à 9 buts marqués à 2. Et je pense que c'est 8 assists même pour Harry Kane, parce qu'il en a donné 7 à Son, mais encore un autre, je ne sais plus à qui. Et ça fait des années que je dis que Kane devrait être un joueur qui devrait avoir beaucoup plus d'assists, parce qu'il a une grande qualité de passe, et que peut-être parfois il est trop enfermé dans son rôle de buteur. Cette année, il explose. Donc moi, ça me fait très plaisir de voir qu'il est enfin récompensé pour cette qualité de vision de jeu qu'il a, et qualité de passe aussi. C'est un joueur extrêmement complet. Et ça, c'est le mérite de Mourinho, de lui avoir donné cette confiance-là, je pense. Oui, parce que quand il peut décrocher pour recevoir une passe de transition, fatalement, il déstabilise la charnière centrale adverse. Il faut le suivre, est-ce qu'il faut le laisser? Et par contre, il y a Son qui a cette capacité à partir dans le dos de la défense et chaque ballon profond où il peut enchaîner son fameux passement de jambes intérieur et tirer. C'est vrai que ça, c'est probablement le mérite de Mourinho ou de son assistant qui permettent à Kane de décrocher un peu plus pour pouvoir donner des ballons de plus loin. C'est magnifique. Tottenham qui se déplacera à West Brom. Ce sera aussi dimanche. Cette Première Ligue, cette 8e journée s'étale de vendredi soir jusqu'à dimanche soir où on verrait 9 des 10 matchs en direct. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il nous reste maintenant à dévorer cette 8e journée. Merci Christian, merci Jean-François, merci Philippe. On vous retrouve évidemment durant tout le week-end. Passez un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.